Tu as sûrement déjà vu des films et lu des livres sur le voyage temporel. La plupart d'entre eux nous parlent d'une boîte futuriste dans laquelle on entre. Et en un clin d'œil, on se retrouve à une autre époque. Pour l'instant, il ne s'agit que de science-fiction, mais il existe des moyens de rendre le voyage dans le temps possible, du moins en théorie. C'est juste que la technologie n'est pas encore au point. Pour commencer, un voyage vers le futur pourrait être réalisé en voyageant à très grande vitesse. Mais pas seulement le genre de vitesse qui permette de récolter une contravention sur l'autoroute. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein en est à l'origine. Elle explique que le temps ralentit pour les objets qui se déplacent à très grande vitesse. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont déjà éprouvé cette théorie et qu'elle semble prometteuse. Ils l'ont fait à l'aide de 2 horloges identiques. L'une a été placée dans un avion à réaction, tandis que l'autre est restée au sol. Ils ont constaté que l'horloge de l'avion tournait plus lentement que celle au sol en raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À l'heure actuelle, les vitesses les plus élevées atteintes par la technologie humaine sont observées dans un type spécial de particules, appelées les neutrinos. Certains d'entre eux peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette vitesse, une seconde pour eux équivaut à 11 mois pour nous. Nous pourrions également être en mesure de voyager dans le temps grâce à la gravité. Cette idée est également basée sur les découvertes d'Einstein, à savoir sa théorie de la relativité générale. Cette théorie explique que plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. Cela signifie que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravité augmente. Si l'on y réfléchit bien, le temps s'écoule en fait plus lentement pour les pieds que pour la tête. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Bonne excuse. Cet effet a également été mesuré à l'aide de la même stratégie avec 2 horloges identiques. Les scientifiques les ont placées sur des étagères à des hauteurs différentes et ont mesuré la vitesse de leur tic-tac. L'horloge placée sur l'étagère la plus basse s'est égrenée plus lentement parce qu'elle subissait une gravité légèrement plus forte. Mais cette option présente un inconvénient. Pour pouvoir voyager dans un futur lointain, il faut trouver un endroit où la gravité est extrêmement forte, comme un trou noir. Il s'agit d'un point de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La gravité y devient si intense que la matière est comprimée dans un espace minuscule. Plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Cependant, il est très dangereux de passer par un trou noir, principalement parce qu'il s'agit d'un aller simple. Une fois que tu en franchis les limites, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait amusant, les systèmes GPS que nous utilisons sur nos téléphones et dans nos voitures doivent déjà tenir compte des effets de dilatation du temps pour fonctionner correctement. Cela est dû à la vitesse des satellites auxquels ils ont recours et à la gravité qui les affecte ici sur Terre. Sans ces corrections, le GPS de ton téléphone ne serait pas en mesure de te localiser très précisément. Quant à la 3e option, elle a moins à voir avec les forces inconnues de l'univers qu'avec notre propre corps. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de voyager dans le temps en ralentissant nos processus corporels. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, à proprement parler. Techniquement, tu n'irais nulle part. Mais si ton corps reste immobile pendant une longue période, tu pourrais bien te réveiller dans le futur. Certains animaux, comme les ours et les écureuils, peuvent ralentir leur métabolisme pendant l'hibernation, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture et d'oxygène pour survivre. Des spécialistes tentent de déterminer si l'homme peut accomplir la même chose. Ils travaillent sur les moyens de faire entrer les gens en hibernation de courte durée, pendant quelques heures pour commencer. Cela pourrait également s'avérer utile en CA d'urgence médicale afin de stabiliser une personne avant qu'elle ne puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. En 2005, des scientifiques ont réussi à ralentir le métabolisme de souris en les exposant à une petite quantité d'un gaz spécial. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec des animaux plus grands, cela n'a pas fonctionné aussi efficacement. Notre 4e option pour voyager dans le temps est vraiment unique. Elle fait appel à un type particulier de raccourci qui pourrait exister dans notre univers, et qu'on appelle les trous de verre. Avant de poursuivre, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imagine 2 balles et un trampoline. Si aucune pression n'est exercée sur le trampoline, il reste plat. Imagine maintenant les 2 balles placées sur le trampoline de manière symétrique. Si tu les regardes sous cet angle, il est impossible qu'elles se touchent. Mais si tu exerces une pression suffisante sur le trampoline entre les 2 balles, ce textile souple peut s'étirer à tel point que les 2 objets pourraient potentiellement se toucher. La même chose se produit avec les étoiles dans différents systèmes stellaires. Elles sont suffisamment grandes pour que l'espace s'incurve autour d'elles. C'est pourquoi la plupart des planètes ont tendance à orbiter autour d'une étoile.
Le tunnel entre ces deux points serait un trou de verre. Ceci pourrait être utilisé pour parcourir de longues distances, comme 1 milliard d'années-lumière, ou même visiter des époques différentes. De nombreux scientifiques, comme le regretté Stephen Hawking, pensent que ces vortex peuvent apparaître et disparaître, mais qu'ils sont extrêmement petits, plus petits encore que des atomes. Le problème est que nous ne savons pas comment en attraper un et le rendre plus grand de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Cela nécessiterait beaucoup d'énergie et nous ne savons même pas si c'est possible. Certains astronomes affirment que même si nous pouvions trouver un trou de verre et y pénétrer, il s'effondrerait rapidement sur lui-même. La moindre masse supplémentaire, comme celle de notre corps par exemple, pourrait faire craquer le trou de verre, comme un élastique qu'on aurait trop étiré. La 5e solution pour voyager dans le temps a été proposée par un physicien américain du nom de Ron Mallett. Elle fait appel à une ressource dont nous sommes certains qu'elle abonde dans l'univers, la lumière. Ce chercheur a proposé une théorie sur le voyage temporel qui utiliserait un cylindre de lumière en rotation. Il pense que si l'on dépose un objet à l'intérieur de ce cylindre tourbillonnant, il pourra être déplacé à la fois dans l'espace et dans le temps, de la même manière qu'une bulle se déplace lorsqu'on la fait tourner avec une cuillère dans son café. Selon Mallett, une forme adéquate du cylindre pourrait permettre de voyager à la fois dans le passé et dans le futur. Le physicien a tenté de collecter des fonds pour réaliser une expérience destinée à vérifier sa théorie. Cette expérience consiste à faire tomber de minuscules particules, les neutrons, à travers un arrangement circulaire de laser en rotation. Cependant, d'autres scientifiques affirment que la théorie de Mallett est irréalisable et qu'il n'est pas nécessaire de la tester outre mesure. Même si nous parvenions à trouver un moyen de voyager dans le passé ou dans le futur, cela se ferait-il sans danger ? Les experts évoquent depuis longtemps un problème appelé paradoxe du voyage temporel. La principale question est de savoir ce qui se passerait si l'on remontait le temps et que l'on faisait quelque chose qui changerait l'avenir. Toutefois, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Queensland indique que ce problème n'est peut-être pas si concret. Les scientifiques ont procédé à quelques calculs et ont découvert que même si tu avais changé quelque chose dans le passé, notre ligne temporelle finirait toujours de la même manière. Une autre variante de ce problème est appelée le paradoxe du grand-père. Imagine que tu remontes le temps et que tu empêches ton propre grand-père d'avoir une descendance. À bien y réfléchir, cela signifie automatiquement que tu ne devrais même pas exister en premier lieu. Si tes grands-parents n'ont pas eu tes parents, comment peux-tu être venu au monde après tout ? Aujourd'hui, les scientifiques sont certains que même si tu vivais une... Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place ? Mais comment ça fonctionne ? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps ? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens humains et dinosaures ? La naissance de l'univers ? Le futur ? Qui sait ? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible ? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil, parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme ? Par exemple, un cône ? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi ? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps.
On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi ? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout puissant. Comment ? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors, que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu,
mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Tu ne peux pas t'empêcher de voir des images de pandas rigolos sur ta feuille d'examen. Toutes ces vidéos YouTube de fin de soirée t'ont fait du mal, n'est-ce pas? Tu griffonnes quelques mots en espérant que quelque chose ait du sens. Tu regardes ta montre et réalises qu'il ne te reste que 10 minutes pour terminer. Le mode panique est officiellement activé, mais personne ne sait que ta montre contient une pincée de magie. Tu appuies sur le bouton stop de ta montre et tu te détends. Pas d'inquiétude, personne ne va se transformer en poussière et la moitié de l'univers ne va pas soudainement disparaître. Tu figes simplement le temps pour tout et pour tout le monde, sauf toi-même. Tu peux arrêter le temps pendant 1 minute par jour. Après avoir arrêté le temps, tu t'approches de l'un de tes camarades de classe, tu prends une photo de son devoir et tu retournes à ta place. Tu dégèles le temps et écris la bonne réponse. Ouf! Au moins, tu auras la note minimale pour valider ton année. Attention, tu dois savoir que sympa ne tolère pas qu'on triche à un examen. Ok, on continue. Tu sors de la salle de classe avec un grand sourire sur le visage. Tu vérifies ta montre et elle indique que tu as passé 10 secondes à figer le temps. Il te reste donc 50 secondes pour aujourd'hui. Après l'examen, tu vas chercher quelque chose à manger. Tu te trouves au passage piéton, attendant de traverser la rue. Une fille parle au téléphone et une voiture arrive à toute vitesse vers elle. Tout le monde le voit mais personne ne peut rien faire. Et la voiture n'est plus qu'à quelques mètres d'elle. Tu appuies sur le bouton stop et tout se fige à nouveau. Tu cours vers la fille et la déplaces aussi vite que possible. Puis tu cours jusqu'à l'endroit où tu te trouvais et appuies à nouveau sur le bouton pour dégeler le temps. Tout le monde est confus mais au moins la fille est en sécurité. Cette petite mission de sauvetage t'a pris 10 secondes de plus. Il reste 40 secondes. Tu entres dans un café pour manger un morceau. Dès que tu récupères ton café, tu te retournes et perds l'équilibre. Le gobelet t'échappe des mains et est sur le point de se renverser. Tu appuies instinctivement sur le bouton et le gobelet est littéralement suspendu en l'air. Tu récupères toutes les gouttelettes, les remets dans le gobelet et appuies à nouveau sur le bouton. Tu viens de t'épargner 4 € et un voyage chez le teinturier. Tu réalises que tu as passé 15 secondes à sauver ta boisson. Il te reste 25 secondes pour aujourd'hui. Alors que tu te diriges vers la poubelle pour jeter le gobelet, quelqu'un te bouscule. La boucle se détache et la montre s'écrase sur le sol. Tu la ramasses et tu vois une rayure sur le cadran, ainsi que des pièces qui se sont détachées. Tu rassembles les pièces pour essayer de la réparer. Tandis que tu fais cela, tu vois une mouche à côté de toi et tu fais un geste pour l'écarter. Étrangement, elle ne bronche même pas. Tu regardes autour de toi et tu vois tout le monde figé dans le temps. La personne qui t'a percuté est arrêtée en plein mouvement. Les pigeons qui mangent des miettes de pain sont figés eux aussi. Tout comme les voitures et les gens. Comme la montre a été endommagée, son pouvoir a été inversé. Tout est en pause et il ne te reste plus que 25 secondes de temps normal. Une fois que tu les auras utilisés, le temps sera figé autour de toi pour toujours. Au début, tu fais de ton mieux pour la réparer, mais tu ne sais pas comment faire. Tu sors ton téléphone pour consulter un tutoriel sur la façon de réparer une montre, mais aucune page ne se charge. Tu rafraîchis, mais rien ne se passe. Internet ne peut fonctionner qu'en temps réel, et 25 secondes ne suffisent pas pour quoi que ce soit. Il n'y a plus qu'un seul endroit où tu puisses apprendre à réparer des montres dans cette situation. Une bibliothèque. Tu devras te documenter sur le sujet et tout apprendre en partant de zéro. Tu te précipites à la bibliothèque la plus proche qui se trouve sur le campus. Il s'avère qu'il n'y a que quelques livres sur la façon de réparer les montres, et ils ne contiennent aucune des informations dont tu as besoin. Tu trouves un vélo et tu pédales jusqu'à la bibliothèque municipale. Il t'a bien fallu 4 heures pour y parvenir.
Une fois arrivé, tu te retrouves devant une multitude de rayons. Tu pourrais facilement repasser en temps réel et demander au bibliothécaire où trouver ce dont tu as besoin. Mais cela pourrait alors prendre plus de temps qu'il ne te reste. Il y a beaucoup plus de livres que tu ne le pensais. Tu pédales jusqu'à chez toi et prends quelques affaires pour dormir et manger. La journée va être longue. Dès que tu es de retour, tu attrapes quelques gros livres qui semblent contenir ce que tu cherches. Aucun réseau social ne peut te distraire puisqu'Internet ne fonctionne pas. Le temps passe et tu as finalement terminé 2 gros volumes de mécanique. Mais il y a un problème, tu ne trouves pas le volume 3. Ta seule option est de relancer le temps pour faire une recherche rapide sur Internet et savoir où il se trouve. Tu ne peux pas télécharger un e-book car cela prendrait beaucoup de temps et il est impossible d'imprimer en temps figé. Tu appuies sur le bouton et le temps reprend son cours ordinaire. Tout le monde a l'air confus en voyant un matelas et des restes de nourriture partout sur le sol de la bibliothèque. Tu fais une recherche rapide sur Internet et tu découvres que tu peux commander le livre maintenant et le recevoir le jour suivant. Ok, super. Il s'avère que le livre le plus proche se trouve dans une bibliothèque de la côte ouest. Mauvaise nouvelle car tu es présentement à New York. Et le pire, c'est que la seule source a été mise à jour il y a plusieurs années. Le livre n'est peut-être même plus là. Tu figes à nouveau le temps. Il t'a fallu 10 secondes pour obtenir toutes les informations nécessaires. Tu n'as pas d'autre choix que de partir pour un voyage à vélo qui te prendra environ 6 mois. Aucun autre véhicule n'est à ta disposition. Tu trouves le meilleur vélo et le meilleur équipement possible. Tu prépares des provisions et tu quittes la ville. Tu voyages à travers les montagnes, les marais et les terres arides. Tu fais du vélo à travers des chutes d'eau en suspension et tu traverses de violentes tempêtes, figées également. Tu trouves des abris en intérieur pour dormir car il fait constamment jour. Finalement, tu as pris ton temps pour arriver et tu as profité du voyage pour voir toutes les curiosités du pays. Tu as passé 1 semaine au Grand Canyon et 1 mois à Yellowstone. Tu t'es approché des ours et des loups pour observer les détails de leur museau. Tu as même décidé de pédaler jusqu'au Mexique pour voir ses paysages et son architecture. Tu as visité toutes les villes et tous les villages sans te soucier de l'argent ou d'un endroit pour dormir. Attention, sympa ne tolère pas qu'on utilise des choses sans les payer. Souviens-toi que c'est un voyage imaginaire. Ok, on continue. Après avoir parcouru tout le Mexique, tu as continué jusqu'en Amérique centrale, où tu as pu voir encore plus de sites et de monuments étonnants. Et puisque tu es déjà arrivé jusque-là, pourquoi ne pas continuer à pédaler jusqu'en Amérique du Sud? Tu peux même rendre visite à ton ami en Argentine. Il ne saura pas que tu es venu, mais ce serait sympa de lui rendre une petite visite. Après avoir bronzé sur une plage du Brésil et fait un peu d'alpinisme en Bolivie, tu te retrouves au point le plus au sud de l'Amérique du Sud et tu admires le voyage que tu as fait. De l'autre côté de l'océan se trouve l'Antarctique. Il est impossible de prendre un bateau et de naviguer jusque là-bas. Tu décides donc qu'il est temps de revenir à tes affaires. D'après tes calculs, il t'a fallu environ 4 ans pour effectuer ce voyage. Mais tu arrives enfin à la bibliothèque. Tu sors ta bouteille d'eau pour boire une gorgée. Mais tu fais accidentellement tomber ta montre sur le sol et le temps repart. Tout le monde est en mouvement. Les voitures klaxonnent. Les chiens aboient. Les gens crient et s'interpellent. Cela fait si longtemps que tu n'as pas entendu une voix humaine. Certaines personnes te regardent fixement. Tu es submergé par toute l'énergie qui t'entoure. Mais tu te reprends vite. Tu tâtonnes pour essayer de retrouver la montre. La voilà. Tu arrêtes le temps, il ne reste que 3 secondes. Tu passes ce qui semble être un autre mois dans cette grande bibliothèque à essayer de trouver le 3e volume. Tu n'as plus le temps de faire une autre recherche sur Internet avec ces 3 secondes. Après l'avoir enfin trouvé, tu passes 2 mois de plus à chercher comment réparer ta montre. Lorsque tu as terminé, il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour que tout redevienne normal. Mais tu décides de pédaler jusqu'à chez toi. Tu nettoies tout le désordre que tu as mis dans la bibliothèque et retournes au café où tout a commencé. Tu rends même le vélo que tu as emprunté. C'est le moment. 3 secondes pour voir si tout ce travail a servi à quelque chose. Tu appuies sur le bouton et tu regardes les secondes défiler. Tu regardes ta montre. 3, 2, 1. Tout revient à la normale. Tu rentres chez toi et enfermes cette montre dans ton tiroir pour ne plus jamais l'utiliser. Enfin, jusqu'à la prochaine fois.